Comme dirait Severus Rogue, apprendre à se défendre contre des strangulots est du niveau d'un élève de première année. Aujourd'hui, nous allons plutôt étudier les loups-garous. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. En voilà un sujet palpitant pour ce lendemain de pleine lune, vous ne trouvez pas? Car oui, hier, soir d'Halloween, était aussi un soir de pleine lune, ce qui n'était plus arrivé depuis 1944 durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour couronner le tout, il s'agissait d'une lune bleue, ce qui signifie qu'au cours d'un même mois, 2 pleines lunes apparaissent. Et ça, ce n'est vraiment pas cool pour nos loups-garous qui ont subi 2 transformations le même mois. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'année 2020 aura compté 13 pleines lunes au lieu de 12. Vous en penserez ce que vous voudrez. Mais revenons à nos loups, ou plus précisément à nos loups-garous. Des êtres méconnus le plus souvent rejetés par toutes les communautés magiques. Mais sont-ils une réelle menace? Avons-nous de véritables raisons de les craindre ou est-ce purement une peur culturelle? Que savons-nous exactement sur les loups-garous? C'est ce que nous allons voir dans ce 3e cours de défense contre les forces du mal. Mais avant de continuer, vous savez ce que vous avez à faire. Après tout ce temps, il serait triste de ne pas le savoir. J'attends évidemment votre meilleur expecto-patro like. Ça protège la vidéo des détraqueurs et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu dans la joie et la bonne humeur. Et puis si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Nos chers loups-garous, aussi connus sous le nom de lycanthropes, sont, accrochez-vous bien, des êtres humains infectés. Ouais, ça vous embouche un coin, n'est-ce pas? Cela sous-entend que l'on ne naît pas loup-garou, mais qu'on le devient. Le terme lycanthropie désigne la transformation d'un être humain en loup. Enfin, ça c'est la version moldue, car dans notre version sorcière, la lycanthropie désigne plutôt la transformation d'un être humain en loup-garou. Et petit rappel, un animagus et un lycanthrope, ce n'est pas pareil. La grande différence entre les deux est que le loup-garou est contraint de se transformer tous les soirs de pleine lune sans exception. Cela n'a donc rien d'un acte volontaire, contrairement à l'animagus qui peut se transformer à volonté. Je dois vous avouer que différencier un loup d'un loup-garou n'est vraiment pas une chose aisée. Oubliez ce que vous avez pu voir dans l'adaptation cinématographique. Au niveau de ses caractéristiques physiques, le loup-garou ne se distingue presque pas d'un loup ordinaire. Mis à part le fait que son museau peut être légèrement plus court, ses pupilles plus petites, semblables à celles des humains, et leur queue est un peu moins fournie que celle du vrai loup. Sinon, il ressemble trait pour trait à un vrai loup, ce qui, on ne va pas se mentir, pose une problématique assez importante. Suis-je en train de me faire attaquer par un loup ou un loup-garou? Car les répercussions ne seront pas du tout les mêmes. Enfin, faut-il encore que la victime survive à l'attaque? Bien évidemment. Mais sachez que tout n'est pas perdu. Si vous êtes incapable de différencier physiquement un loup d'un loup-garou, vous pouvez les distinguer plus aisément au niveau de leur comportement. Les loups ne sont en réalité pas très agressifs envers les humains, car ils savent pertinemment que ce n'est pas sans conséquence, et préfèrent alors jeter leur dévolu sur le bétail. Cependant, les attaques prédatrices sur les humains existent. C'est un fait, notamment lors de circonstances exceptionnelles comme les périodes de grande famine. Mais vous l'aurez compris, ces attaques sont bien plus rares qu'une attaque de loup-garou. A contrario du loup, le loup-garou cible de façon quasi exclusive les humains et ne s'intéresse que très peu aux autres créatures. Donc, si vous vous faites attaquer un soir de pleine lune, il y a quand même plus de chances pour que ça soit un loup-garou. L'image du loup cruel et assoiffé de sang que l'on dépeint dans les contes et les différents folklores des temps reculés font majoritairement référence au loup-garou et non au loup ordinaire. C'est en tout cas ce que racontent les autorités magiques. Et vous l'aurez probablement deviné, les mythes et les légendes moldues qui traitent des loups-garous sont dans leur ensemble infondés et faux, bien que certains détails restent très intéressants, comme par exemple la balle d'argent. Certes, l'argent ne tue pas les loups-garous, par contre, un mélange d'argent en poudre et de dictame pourrait sauver des vies. Sachez-le. Si vous appliquez ce mélange sur une morsure, cela empêchera la victime de saigner à mort. Même si, pour tout vous dire, beaucoup préféreront mourir plutôt que d'avoir une vie de loup-garou, une vie maudite. Car cela signifierait se métamorphoser chaque mois. Et on ne va pas se mentir, cette transformation mensuelle est extrêmement douloureuse. Elle est suivie d'une perte de contrôle et de lucidité totale. Toute notion de bien et de mal n'existe plus et laisse place à un instinct meurtrier. Le plus triste dans l'histoire est qu'au-delà de leur douleur physique et de la perte de contrôle, le lycanthrope gardera en mémoire tout ce qu'il a fait alors qu'il était sous l'influence de la pleine lune. C'est une véritable torture psychologique. Sachez que sans traitement après sa transformation, le loup-garou peut être très pâle et avoir également des problèmes de santé, ce qui n'arrange absolument pas la situation.
situation. En parlant de traitement, et heureusement pour eux, durant la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs potions ont été conçues pour atténuer les effets de la lycanthropie. Et la plus réussie, vous la connaissez bien, c'est la potion Tulou. Cette fameuse potion que Severus Rogue concocte à Rémus Lupin lorsque ce dernier donnait des cours de défense contre les forces du mal à Poudlard. Elle doit être prise par le loup-garou une semaine avant la pleine lune. Mais elle n'empêchera en rien la transformation, mais permettra au loup-garou de rester lucide et d'être alors un loup inoffensif sous contrôle. Il est important de préciser qu'un loup-garou n'a pas un oubli constant de ses valeurs. Quand il est humain, il sait se contrôler. Il suffit d'observer Rémus Lupin pour le constater. Alors, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux écrits d'Emerette Picardy, qui écrit dans son livre « La lycanthropie est un crime, pourquoi les loups-garous ne méritent pas de vivre ?» que les lycanthropes souffrent en permanence de non-contrôle. C'est complètement faux. Un loup-garou peut être doux et gentil sous sa forme humaine et ne devenir dangereux qu'une fois la transformation opérée. Ou il peut être tout autant dangereux sous sa forme transformée que sa forme humaine, comme c'est le cas pour Greyback, qui est capable de mordre et de mutiler une personne tant sous sa forme animale que sa forme humaine. Cela dépend donc vraiment d'une personne à l'autre. Je tiens quand même à préciser qu'une personne se faisant attaquer par un loup-garou sous sa forme humaine a moins de risques qu'une personne attaquée par un loup-garou sous sa forme de bête. Mais même si la victime ne meurt pas, elle aura droit à des douloureuses et désagréables cicatrices qui marqueront assez longtemps. Comme ce fut le cas pour Bill Weasley après s'être fait attaquer par Greyback sous sa forme humaine, lors de la bataille de la Tour d'Astronomie. Cependant, rassurez-vous, aucune transformation n'est au programme. La victime aura peut-être un goût plus prononcé pour certaines viandes, mais ça s'arrête là. Et tant qu'à parler d'attaque, parlons d'attaque de loup-garou transformé. Bon, déjà ce genre d'attaque n'est perpétré que durant les nuits de pleine lune. Ça, c'est une bonne nouvelle car on peut les anticiper. La mauvaise, c'est que si vous êtes mordu par un loup-garou et que vous êtes un moldu, vos chances de survie sont faibles. Très faible, je dirais même quasi inexistante. Et ça, nous le savons grâce au professeur Marlowe Loncro, qui interviewa plusieurs lycanthropes lors de sa première étude approfondie sur les habitudes de ces fameux loups-garous à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, pour l'anecdote, il paraîtrait que les sorciers et les moldus ont un goût différent. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Le professeur Loncro a découvert avec stupéfaction que la majorité des sujets qu'il interrogeait étaient des sorciers qui avaient été mordus. Car figurez-vous que les sorciers sont bien plus robustes pour encaisser une attaque de loup-garou. Évidemment, tous les sorciers ne sont pas aptes à survivre à une attaque d'une telle férocité, mais ceux qui survécurent, eh bien, se transformèrent en loup-garou. Vous l'aurez compris, pour devenir un lycanthrope, il faut se faire mordre mortellement par un loup-garou. Et ce n'est évidemment possible qu'un soir de pleine lune quand le dit loup-garou se transforme. Le processus de contamination ne se produira qu'à partir du moment où la salive du loup-garou entrera en contact avec le sang de la victime. Comme je vous l'ai dit, on ne naît pas loup-garou, on le devient. Et c'est très important de le souligner car les loups-garous sont victimes depuis des siècles de leur mauvaise réputation et des croyances erronées de la population magique. Ce qui amena très peu de loups-garous à se marier et avoir des enfants. Car d'après certains, se marier avec un loup-garou est synonyme d'avoir un enfant loup-garou. Ce qui est vraiment déplorable car il n'existe aucun signe de transmission d'un lycanthrope à sa progéniture. Comme ce fut le cas pour Rémus Lupin avec son fils Ted. L'union entre lycanthrope et humain est donc totalement faisable. Pour ceux qui se demanderaient que se passe-t-il si un loup-garou sous sa forme transformée s'accouplait avec un autre loup-garou un soir de pleine lune, eh bien tout d'abord, sachez que c'est très peu probable, car les loups-garous évoluent le plus souvent dans des périmètres loin des autres loups-garous. Cependant, c'est déjà arrivé. D'après ce qu'on sait, ce n'est arrivé que 2 fois sur un certain laps de temps. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas plus d'infos à vous donner. Par contre, on sait que le fruit de cette union aura donné des louveteaux qui ressemblaient en tout point à de vrais louveteaux, mis à part leur intelligence bien supérieure à la moyenne. Les portées ne seraient aucunement agressives et ne prennent pas pour cible les humains. Si vous vous demandez ce qui est arrivé à ces portées, il paraîtrait que ces louveteaux ont été libérés dans la forêt interdite à Poudlard, dans des conditions extrêmement secrètes, avec l'autorisation d'Albus Dumbledore. Ces petits louveteaux seraient maintenant de beaux loups très intelligents, et il paraîtrait même que certains d'entre eux vivent encore dans la forêt interdite. Ce qui, vous vous en doutez, a donné lieu à de nombreuses histoires de loups-garous dans la forêt. J'aimerais finir avec un point très important, celui de la place des loups-garous dans la communauté magique. Les pauvres lycanthropes ont toujours été traités comme des parias dans les communautés sorcières, et ce, dans n'importe quelle communauté sorcière dans le monde. Ce qui est très triste quand on y réfléchit bien, car la majorité des loups-garous sont issus de ces communautés. Et comme si ce n'était pas assez compliqué de s'être fait attaquer, ils sont complètement abandonnés et rejetés par leur communauté. Évidemment, ce sont les sorcières et sorciers qui chassaient ou étudiaient ce genre de créatures qui avaient le risque le plus élevé de se faire attaquer, bien plus que n'importe quel moldu ou sorcier. Vous vous en doutez, le ministère de la Magie a bien évidemment essayé de gérer la population des loups-garous, mais ce fut un échec
cuisant avec des mesures assez confuses et inefficaces. Je vous mets en contexte. Pour que vous compreniez bien le problème, en 1637, le ministère de la Magie décide de créer un code de conduite pour les loups-garous. Les lycanthropes étaient censés signer et promettre de n'attaquer aucune personne et de s'enfermer en toute sécurité chaque soir de pleine lune. J'imagine que vous connaissez la suite. Personne n'a signé ce fameux code de conduite. Parce que pour venir le signer, c'est avouer être un lycanthrope. Et avouer être un lycanthrope, c'était s'exposer à un risque de rejet de la communauté et d'être traité comme un paria. Et on comprend totalement que les loups-garous s'y opposent. Et vous savez quoi? Bien plus tard, en 1947, notre cher ami Norbert Dragono créa un registre des loups-garous. En gros, chaque loup-garou devait s'enregistrer en donnant son nom et ses coordonnées personnelles. Et ce, dans le but de recenser la population des loups-garous. Alors, bien évidemment, il était tout aussi incomplet que le code et était donc très peu fiable. Les nouveaux mordus préféraient garder le silence et échapper à la honte et à l'exil, qui était un destin inévitable pour les personnes s'inscrivant dans ce fameux registre des loups-garous. Et vous savez ce qui est encore plus humiliant pour ces pauvres lycanthropes? C'est que le ministère de la Magie ne savait vraiment pas s'il devait placer les loups-garous dans la catégorie des animaux ou dans la catégorie des êtres au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Et je dois souligner qu'ils ont transféré à plusieurs reprises les loups-garous entre les deux catégories. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, comme ils ne pouvaient pas s'accorder, que le registre des loups-garous ainsi que l'unité de capture des loups-garous se trouvaient dans la section des animaux et que le bureau pour le service des soutiens aux loups-garous se trouvait dans la section des êtres. Oui, je vous l'accorde, c'est honteux. Et je dois vous dire, sachez que le bureau des services de soutien a très vite fermé ses portes. Et ce, pour les mêmes raisons que le code et le registre. Voilà, je vous ai tout dit sur les loups-garous. J'espère que vous aurez quelque peu ouvert les yeux sur leurs conditions de vie le plus souvent déplorables. Et c'est ici que je clôture cet épisode sur les loups-garous. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas avant de transplaner de partager ce cours à vos amis sorciers et de lâcher votre meilleur expecto patro like. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Et cela vaut aussi pour les loups-garous. Alors, suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter, moi je vous attends. Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.